L'actualité sur le continent africain a été marquée, entre autres, par l'émotion suscitée par la disparition du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, qui avait été évacué en France, puis transféré en Allemagne il y a quelques jours. La dépouille du Premier ministre ivoirien a été ramenée en Côte d'Ivoire ce samedi. Actu 7, c'est aussi donc les autres sujets qui auront marqué l'actualité sur le continent, en compagnie de Georges Wenceslas Sembiaboké, directeur général du groupe médiatique panafricain Label Radio et Télévision. Nous allons commenter cette actualité. Bonjour Georges. Aziz, bonjour également à Robert et bonjour à tout notre public et bon dimanche. Et avec nous également Robert Adandé pour bien sûr faire le tour de ces sujets d'actualité. Robert, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour Georges, bonjour chers téléspectateurs et excellent dimanche. Alors, sans plus attendre, nous allons revenir au deuil qui frappe la Côte d'Ivoire à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'opinion publique ivoirienne et internationale prête au fauteuil de Premier ministre en Côte d'Ivoire une sorte de malédiction. Les deux précédents locataires de la primature se sont éteints en plein exercice de leurs fonctions. Contre toute attente, Ahmed Bakayoko s'est fait hospitaliser au début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris, puis ensuite a été transféré en urgence en Allemagne dans un établissement de Fribourg dans la matinée du 6 mars. Le mercredi 10 mars, soit 4 jours après, comme un coup près tombe la nouvelle de son décès, des suites d'un cancer fulgurant selon les sources officielles. En un temps record, son état de santé s'était brusquement dégradé ces derniers jours. Le traitement expérimental qui l'a suivi n'a pas été concluant. Il décède à l'âge de 56 ans. À un moment donné de son traitement, un transfert en Turquie avait été envisagé, avec l'éventualité pour lui d'une greffe en urgence. Mais cette option a finalement été écartée parce que les médecins ont estimé qu'il n'était plus opérable. C'est le 18 février que le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko a été évacué en France. Il s'est susurré qu'il aurait entre-temps contracté le Covid-19 sans aucune confirmation officielle. Lors d'un premier séjour à Paris fin janvier, certaines sources auraient indiqué qu'il avait effectué une batterie de tests médicaux à l'hôpital américain sans qu'aucun diagnostic précis ne soit communiqué. De passage à Paris début mars, Alassane Ouattara s'est rendu à son chevet. À son retour, le chef de l'État ivoirien a signé 2 décrets portant intérim d'Ahmed Bakayoko. L'un nomme Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence à la primature, et le second Tiéné Birahima Ouattara, déjà chargé des affaires présidentielles, à la défense. C'est du bis repetita pour Alassane Draman Ouattara qui avait déjà été confronté au décès de Amadou Gon Coulibaly, son premier ministre et dauphin désigné. C'est alors qu'Ahmed Bakayoko avait été choisi pour lui succéder à la primature. Fidèle des plus fidèles aux côtés d'Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko est devenu un membre incontournable de l'entourage présidentiel et tout le monde voyait en lui l'héritier politique. Un destin présidentiel lui était prêté par de nombreux observateurs. Finalement, Ahmed Bakayoko est décédé prématurément. Georges Wenceslas Sembiaboké, comment cette actualité est vécue en Côte d'Ivoire ? Côte d'Ivoire, c'est effectivement une grande émotion qui s'empare du pays. On a vu comment et la classe politique et toute la population a pu être affectée, touchée par ce décès qui a provoqué une sorte d'onde de choc dans tout le pays. C'était surprenant parce que les choses sont parties très vite, comme le disait dans son sujet Robert. Ça allait tellement vite que tout le monde n'a pas eu le temps de se préparer à cette nouvelle, et quand cette nouvelle est tombée mercredi dernier, eh bien, elle a surpris vraiment plus d'un. Aujourd'hui, beaucoup de commentaires sont faits. N'empêche que chacun vit avec son destin et Ahmed Bakayoko a vécu en restant tout proche de la jeunesse, tout proche du monde du sport, tout proche du monde de la culture et particulièrement du monde de la musique. Et ça, aujourd'hui, on le ressent. On le ressent parce que quand on est proche du sport, quand on est proche de la musique et si en plus on fait de la politique, eh bien, vous avez tout le monde autour de vous
et c'est un hommage, je crois, qui lui a été rendu samedi quand son corps, la dépouille mortelle, est arrivée à Abidjan. La dépouille mortelle est arrivée à Abidjan dans un contexte où l'émotion a été très forte. On l'a vu à l'image avec au pied de l'avion le président Ouattara, son épouse, ses enfants et les membres du gouvernement. Robert Adandé, Ahmed Bakayoko était présenté comme un travailleur acharné. Oui, Ahmed Bakayoko, il y a une sorte de consensus autour de la personne en termes de sa relation avec le travail. Il était également, ou il est également retenu de lui que c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un proche de tout le monde. On a vu la mobilisation à l'arrivée de la dépouille hier à Abidjan. On a vu une foule complètement consternée, des gens qui cachaient difficilement leurs émotions, ce qui dénote du côté humain de l'homme. Et il y a eu plusieurs hommages qui ont fusé. On a vu pour lui avec beaucoup d'émotion celui du confrère Marwan Benyamed qui a dit qu'il avait un rapport au travail complètement démesuré. Oui, Ahmed Bakayoko, travailleur, et Georges Aboké, les obsèques vont se dérouler en début de semaine selon le programme officiel. Est-ce qu'il faut envisager une redistribution des cartes au sein du RHDP? Je vais dire oui, mais le président Alassane Dramane Ouattara forcément va attendre que les obsèques d'Ahmed Bakayoko soient achevées. Tout cela va durer environ une semaine, et donc il est sûr qu'à la suite des funérailles, eh bien, forcément, aura lieu une redistribution des cartes, dans la mesure où, en plus, il y a que le pays sort, il y a juste quelques jours d'élections législatives. Donc, le président Alassane Dramane Ouattara avait informé certains, en tout cas la plupart de ses ministres, il leur avait dit qu'il leur revenait absolument, s'ils voulaient rester dans le gouvernement, qu'ils se fassent élire. Et donc, certains ont pu l'être, d'autres non. Et n'empêche que le RHDP, le parti au pouvoir, est une coalition, en fait, une coalition de plusieurs partis. Donc, il y aura une redistribution forcément des cartes avec les événements comme le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko et avec également ces législatives. Justement, on en vient à l'élection législative. On précise qu'on aura l'occasion, bien sûr, de faire un gros plan sur les obsèques d'Ahmed Bakayoko, vu qu'il y a un deuil national de 8 jours, si je ne m'abuse, qui a été décrété par le président Alassane Dramane Ouattara. Les législatives en Côte d'Ivoire se sont déroulées le 6 mars dernier, et le RHDP semble s'être taillé la part du lion. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a obtenu la majorité aux législatives du 6 mars dernier. Selon les résultats publiés par la commission électorale indépendante, le RHDP s'en est sorti avec 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale, contre 91 au parti d'opposition. La coalition entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, d'Henri Konan Bédié et les partisans de l'ex-président Gbagbo a obtenu 50 sièges, soit 23 pour le PDCI seul, 8 pour les pro-Gbagbo seuls. Les autres partis d'opposition prennent 10 sièges et les indépendants 26. À l'issue de cette élection, bien que vainqueur, le RHDP a perdu la majorité qualifiée des 2 tiers telle qu'il possédait, comme c'était le cas depuis les dernières législatives. Aux législatives de décembre 2016, le RHDP avait obtenu 167 élus, plus ceux de ses alliés. La cartographie des législatives, Georges Aboké, marque une perte d'influence quand même dans certaines zones du RHDP. Absolument. Il faut dire que
ces législatives marquent le retour de pratiquement tous les partis politiques sur la scène des élections, parce que depuis 2010-2011, eh bien, il y avait un certain nombre de partis politiques qui s'étaient mis à l'écart de toute élection. Ces législatives marquent donc le retour de tout le monde et on le voit, la suprématie du RHDP est désormais contestée. Il ne faut pas oublier que dans le RHDP, à l'époque, il y avait le grand PDCI, donc le PDCI s'étant retiré, le FPI de Laurent Gbagbo ou le FPI d'Afi N'Guessan ayant décidé de prendre part aux élections, en même temps qu'un certain nombre d'autres partis politiques, et bien tout cela a fait que désormais il y a une vraie contestation de la suprématie du RHDP. Et puis il ne faut pas oublier que les choses auraient peut-être pu être beaucoup plus nettes. La position dominante du RHDP aurait peut-être pu être encore plus bousculée si le découpage électoral était beaucoup plus équilibré, parce que les politiciens, si vous les interrogez, eh bien, ils sont nombreux à se plaindre du découpage électoral qui fait la part belle, on va le dire, à un certain nombre de régions qui sont favorables au RHDP. Robert Adandé, la question du découpage électoral se pose avec acuité dans de nombreux pays, et on voit que le pouvoir, en tout cas, prend des dispositions pour avoir un découpage qui lui soit, en tout cas, favorable. Oui, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il faut le rappeler à la suite de Georges, pour la première fois depuis 10 ans, les différents principaux acteurs politiques ont décidé de participer à ces législatives, alors que l'opposition avait boycotté, il faut le rappeler également, la présidentielle du 31 octobre dernier. Alors, comme vous dites, le découpage est fait de telle façon que le pouvoir, la mouvance au pouvoir maintiennent un certain nombre d'acquis, maintiennent leur fief, mais malheureusement, comme le relève Georges également, ce sont des élections qui ont permis de constater un certain recul de la part du RHDP et l'éclosion de nouvelles forces politiques. Est-ce qu'on peut envisager, Georges Aboké, un possible gouvernement d'ouverture à l'issue de ces élections ? Alors, on aurait été en Europe, peut-être, on aurait eu une sorte de cohabitation, avec à la tête du pays un président issu du RHDP et puis comme Premier ministre quelqu'un issu de l'opposition. Mais bon, pour se retrouver dans ce genre de configuration, il faut encore attendre. Maintenant, on ne sait pas la nature des discussions qui existent entre l'opposition et le parti au pouvoir, mais ça m'étonnerait d'assister à une ouverture. Je pense que le RHDP va gérer le pouvoir de façon pleine, et de l'autre côté, l'opposition va jouer également son rôle. On sait que après la catastrophe qui a eu lieu lors de la présidentielle d'octobre dernier, tout le monde a envie maintenant de se retrouver sur un terrain politique avec des lois, des règles beaucoup plus claires. Il faut espérer que dans les semaines qui vont venir, que les choses vont être beaucoup plus nettes, parce que il faut mettre de l'ordre dans la Constitution. Il faut que la Constitution arrête de provoquer diverses interprétations. Il faut faire en sorte qu'il y ait des balises et que tout ce qu'il y a comme loi, tout ce qu'il y a comme règle soit respecté. Je pense que c'est dans ce sens-là que la Côte d'Ivoire devrait avancer. Mais un gouvernement d'ouverture, en tout cas, ça reste un grand point d'interrogation.
Un grand point d'interrogation, on en saura davantage bien sûr après les obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous voici toujours en Afrique de l'Ouest, au Niger, avec cette fois le candidat arrivé deuxième au second tour de l'élection présidentielle, Mahaman Ousmane, a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats qui ont donné vainqueur Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir. Arrivé en seconde position à l'élection présidentielle que le Niger vient d'organiser avec 44,75% des suffrages, derrière Mohamed Bazoum, crédité avec 55,25%. Selon les chiffres officiels communiqués par la Commission électorale nationale indépendante, l'ancien président Mahaman Ousmane a annoncé en début de cette semaine avoir déposé un recours devant la Cour constitutionnelle du pays. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse que ce dernier a animée dans la ville de Niamey en début de semaine. Comme argument évoqué, celui-ci estime avoir remporté la présidentielle avec près de 50% des suffrages. Il évoque de nombreux manquements et défaillances qui ont donc émaillé le scrutin. Il cite par exemple des braquages et bourrages des urnes, des menaces par armes à feu, des renvois de délégués et membres des bureaux de vote, des procès-verbaux préfabriqués et des scènes d'intimidation, des faits de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats de ce scrutin présidentiel. Le candidat malheureux conteste toujours les résultats de l'élection présidentielle du 21 février dernier, remportée officiellement par le candidat du pouvoir en place, Mohamed Bazoum. Robert Adandé, au Niger, il y a eu après la décision du président Mahamadou Issoufou, qui est d'ailleurs celui qui a reçu le prix de la fondation Mo Ibrahim, de ne pas se présenter. Il y a eu cette élection qui est arrivée et surtout des scènes de violence après la publication des résultats du second tour contestés par l'opposition. Est-ce qu'il y a finalement eu une tâche ou bien des tâches sur le tableau presque immaculé dressé par Mahamadou Issoufou avant de s'en aller? Je crois qu'on est dans un schéma classique, un peu ce qui se passe partout de plus en plus, où l'opposition dès le départ est psychologiquement et d'un point de vue organisationnel prête à contester le résultat des urnes. Le pouvoir, le parti au pouvoir qui lui prend toutes les dispositions pour que tout se passe en sa faveur, et le candidat du renouveau démocratique et républicain, le RDR, donc Mahaman Ousmane, a déclaré avoir déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester les résultats provisoires du second tour des élections qui donne vainqueur le parti nigérien pour la démocratie de Bazoum Mohamed, le dauphin du précédent président. Alors, lui, il estime avoir soumis un certain nombre d'éléments à charge, des éléments qu'il estime être suffisants, objectifs et documentés. Bon, le pays dispose d'un point de vue constitutionnel d'un certain délai pour trancher le contentieux et proclamer les résultats définitifs, mais toujours est-il que c'est peut-être pas dommage parce que tout se passe quand même dans le respect strict des textes constitutionnels, l'opposition qui use de son recours pour contester les résultats, et le pouvoir qui, bien évidemment, prendra toutes les dispositions pour ne pas perdre ce qu'il estime déjà avoir en main, donc ces avancées. Georges Aboké, il y a eu quelques morts au Niger. On n'est pas fixé exactement sur le nombre de morts pendant ces mouvements de contestation. Il y a eu aussi beaucoup d'emprisonnements, parmi lesquels le candidat recalé de l'opposition,
l'élection qui avait été déjà condamné, Amadou, qui avait déjà été condamné dans une affaire de trafic de bébés. Finalement, la fin est un peu sanglante. Oui, cette élection présidentielle nigérienne, on la prenait un peu comme un exemple sur le continent, surtout que le président Issoufou avait décidé de ne pas être candidat, respectant justement la Constitution. Maintenant, il y a contestation des résultats. La première chose que le pouvoir a faite, c'est d'écarter Mamadou, parce qu'il avait déjà été écarté à cause des éléments juridiques sur son dos, et il a une affaire qui n'est pas totalement clarifiée, donc il n'a pas pu prendre part au scrutin, et quand la contestation s'est déclarée, lui également l'a tout de suite mis à l'écart. Maintenant, on assiste à cette joute entre Mahamat Ousmane et Mohamed Bazoum. Il faut dire que le Conseil constitutionnel va trancher. Mahamat Ousmane a présenté un certain nombre d'éléments. Certainement qu'il y a eu des difficultés dans certaines zones, dans certains bureaux de vote. Mais quand on s'appuie sur les anciens résultats des législatives et des municipales, on voit que c'est le parti au pouvoir qui l'avait emporté. C'est vrai que quand la marge est très fine entre les deux partis, mais je serais étonné de voir que les revendications de Mahamat Ousmane aboutissent. On va lui reconnaître certainement qu'à certains endroits, il y a des choses qui n'ont pas très bien marché, mais je pense que le Conseil constitutionnel va s'en tenir aux résultats annoncés. Et il y a des organisations de la société civile, Robert Adandé, qui ont, pour avoir été scrutateurs, pour avoir envoyé des scrutateurs à travers le pays, qui ont relevé des manquements graves, justement, en ce qui concerne le déroulé de l'élection. Mais avec Mohamed Bazoum, on imagine aisément que c'est la continuité du système. Oui, je crois que c'était même l'objectif. La plupart je vais encore me répéter, ce sont des schémas de plus en plus classiques. La plupart des chefs en partant prennent des dispositions pour que la succession soit gérée et que leurs intérêts ne soient pas mis à mal, à moins de tomber dans des cas comme celui de l'Angola ou certains pays qui sortent du lot avec des successeurs qui décident de faire la toilette, de faire de l'ordre autour d'eux. On pourrait penser que Mohamed Bazoum irait dans le sens de son prédécesseur. En tout cas, le recours a été déposé par le candidat de l'opposition. On suivra les développements de cette actualité au Niger. Il y a eu également en Guinée équatoriale cette série d'explosions survenues le dimanche dernier à Bata qui a fait plus d'une centaine de morts et 600 blessés. La Guinée équatoriale qui a pleuré ses morts et organisé des obsèques nationales pour ceux qui, bien sûr, ont été retrouvés, pour les corps qui ont pu être sortis des décombres. On précise que selon les informations officielles, l'incendie serait parti d'une ferme agricole. La Guinée équatoriale a pleuré ses morts ce vendredi. Plus d'une centaine de personnes décédées dans l'explosion d'un dépôt d'armes et de munitions dimanche dernier à Bata, la capitale économique. Le bilan officiel provisoire est de plus de 100 morts et 600 blessés. La cérémonie particulièrement émouvante s'est déroulée au stade de Bata ce vendredi sous une fine pluie, en présence des représentants de nombreux pays frères et amis, au nombre desquels le Gabon. La première ministre du gouvernement, Rose Christiane Soukara Ponda, représentant le président Ali Bongo Ondimba, a, au nom de l'État gabonais, fait un don de 500 millions de francs CFA. Une marque de solidarité pour soutenir ce pays frère très éprouvé par l'ampleur des pertes en vies humaines
et des dégâts matériels. Cette donation contribuera un tant soit peu à aider les populations sinistrées. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a été déclenché par des flammes parties d'une ferme agricole. Et cet incendie qui a provoqué ces explosions, bien sûr, a suscité autour de la Guinée équatoriale et bien sûr au-delà une grande émotion. La solidarité sous-régionale et internationale a également été mise en branle, mais ça pose aussi le problème de la cartographie de la disposition dans nos différents pays, dans les différentes villes, des munitions et des armes lourdes qui, bien sûr, après, finissent par poser des problèmes. Il y a eu le même cas à Mpila en 2012 au Congo-Brazzaville. Robert Adandé. À revoir, c'est certainement stratégique les dispositions actuelles, mais elles posent problème. Elles posent problème. Bataille, il faut dire que c'est quand même la ville la plus grande ville, la ville la plus peuplée du pays, et une explosion comme celle-là, forcément aussi bien d'un point de vue matériel qu'humain, parce qu'on a vu une ville complètement dévastée, et comme vous le disiez si bien, il y a un élan de solidarité. Beaucoup de chefs d'État se sont rendus au chevet de la Guinée équatoriale pour une assistance morale, matérielle, et quand on connaît l'histoire de la Guinée équatoriale qui est sortie à peine d'une situation économique compliquée et qui était avec la situation du coronavirus en train de battre de l'aile d'un point de vue économique, une situation comme celle-là n'est pas faite pour arranger les choses, pour apporter la sérénité. Et le président Théodore Obiang-Nguema Bazogo qui a appelé à l'aide internationale, à la solidarité internationale pour soutenir son pays en grande difficulté. Et parmi les pays de la sous-région, il y a eu ce geste du Gabon qui a fait un don de 500 millions de francs CFA tel que ça a été précisé. Il faudrait davantage penser, Georges Aboké, peut-être à revoir cette façon de faire parce que les camps militaires entourés disposés dans les quartiers populeux, ce n'est pas qu'à Bata, il y en a un peu partout dans des capitales africaines qu'on ne citera pas forcément. Alors quand cette émotion est passée, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut avoir un camp militaire à proximité d'habitation, à proximité de fermes. En général, un camp militaire, bon, on le met à la périphérie d'une ville. C'est la même chose quand on parle comment on va dire ça, des quartiers industriels. Les quartiers industriels, on sait que des fois, il y a de grands risques et donc on les met dans des zones qui sont périphériques. Alors, comment se fait-il que là, on peut avoir un camp militaire avec des munitions, avec un certain nombre d'artillerie, voilà, qui explose comme ça parce que, eh bien, il s'est échappé d'une ferme, un incendie, du feu qui fait qu'on se retrouve à déplorer jusqu'à 100 morts. Je crois que c'est une négligence qu'il faut rapidement corriger. Le cas du Congo, vous l'avez relevé, le cas de la Guinée équatoriale est là et maintenant il faut que les autres pays prennent des dispositions pour que les camps militaires, pour que les zones industrielles soient vraiment à la périphérie des villes. Et ça fait également penser à ce qu'il s'est passé au Liban il y a quelques mois avec voilà. cette grosse explosion au port de Beyrouth qui a finalement soufflé une bonne partie de la ville. On en vient au Sénégal. Nous allons aborder l'affaire Sonko, mais d'abord dire un mot sur la disparition ce matin d'une grande figure, d'un personnage de la musique sénégalaise, parolier
artiste, auteur-compositeur, Thione Balagosek, dont le fils est également musicien, qui s'est éteint aujourd'hui. Le groupe médiatique panafricain Label Radio et Télévision s'incline devant sa mémoire. On aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur cette actualité. Et l'autre actualité survenue au Sénégal il y a quelques jours est bien sûr la libération d'Ousmane Sonko, l'opposant, dont l'arrestation avait provoqué une vague de manifestations violentes qui s'est soldée, selon les sources, par 5 ou 10 morts. La libération d'Ousmane Sonko, Robert Adandé, va contribuer à apaiser le climat très électrique ces derniers temps? Absolument, absolument, parce qu'on a vu ce qu'a le mouvement de foule, les revendications, le soulèvement qui a été observé partout dans le Sénégal à la suite de l'arrestation d'Ousmane Sonko, une figure de proue quand même de l'échiquier politique de l'opposition sénégalaise. Donc son arrestation, sa libération plutôt, permettrait de retrouver une sorte de sérénité, même si on parle de libération encore sous contrôle judiciaire, faut quand même dire que c'est une libération qui a ramené une certaine sérénité, et ça permettra aussi aux différentes autorités du pays de reconsidérer un certain nombre de choses et d'aller vers le dialogue, vers l'apaisement, vers une sorte de grande rencontre entre toutes les forces vives, toutes les forces politiques du pays pour toucher les réels problèmes du Sénégal. Robert Adandé, ça on l'espère. Georges Aboké, il y a le MD2, le mouvement pour la préservation de la démocratie, qui a suspendu la manifestation prévue ce samedi à la demande du khalife général des Mourides, dont on connaît l'influence dans le pays. C'est dire qu'il y a d'autres rounds qui pourraient se jouer. Absolument. Alors, je ne suis pas juriste, mais il faut mettre chaque mot à sa place. Vous parlez de libération, je n'en suis pas très sûr. Libération sous contrôle judiciaire. Ok. Lundi 8 mars dernier, le président Macky Sall a fait une sortie, a fait un discours à la nation. Ce discours avait été réclamé par tout le Sénégal, vu l'ampleur des dégâts, vu l'ampleur des manifestations qui traînait depuis un mois, et donc le président Macky Sall s'est exprimé à la demande vraiment de tout le Sénégal. Alors il a dit des choses claires, il a dit que il faut que la justice suive son cours. Alors, la justice va suivre son cours. La première question, c'est qu'est-ce qui va se passer quand M. Ousmane Sonko va être à nouveau interpellé par les juges. Et puis, le président Macky Sall également a noté qu'autour de cet appel, il y avait un environnement qu'il fallait prendre en compte, notamment le coronavirus. On est passé d'un couvre-feu à 21h à un couvre-feu à 0h, et puis il a tenu compte également de tout ce qu'il y avait comme difficulté au niveau des jeunes, et il a promis injecter un certain nombre de sommes d'argent de francs CFA pour faire en sorte que la vie soit un peu plus facile pour les jeunes. Et vous l'avez souligné également, les guides religieux jouent un rôle très important d'un côté ou de l'autre. Et on se pose un certain nombre de questions. Et ça doit servir un peu de leçon à tous les dirigeants africains. Il faut que désormais, pour qu'on n'assiste pas à ce genre de situation, qu'on laisse, j'allais dire, la justice suivre son cours, comme le président Macky Sall l'a dit. Parce que trop souvent, on assiste à un mélange d'affaires, la justice et le politique s'entremêlent, et on ne sait plus finalement où se trouve la vérité. Dans cette affaire, il y a une jeune femme qui accuse Ousmane
Sonko. Alors, où se trouve la vérité? Est-ce que la vérité se trouve dans le camp de la jeune femme, ou bien la vérité se trouve-t-elle dans le camp de l'opposant Ousmane Sonko? Justement, il faut que la justice puisse dénouer cette affaire pour que tout le Sénégal et toute l'Afrique sachent où se trouve la vérité. Et il faut préciser qu'Ousmane Sonko a ouvertement indiqué que la responsabilité de cette affaire est entre les mains du pouvoir lorsqu'il s'est exprimé récemment, et ses avocats également ont avancé qu'ils n'avaient pas confiance dans justement la justice qui s'était mise en branle. C'est exactement ce que je dis. C'est pour ça que je dis qu'il faut de plus en plus laisser la justice faire son travail. Et quand la politique et la justice s'entremêlent, ça crée des situations qui font qu'on ne sait pas toujours où se trouve la vérité. Et parmi les conditions, on le rappelle, du mouvement de défense de la démocratie pour abandonner les manifestations suspendues, eh bien, il y a bien sûr l'abandon des charges contre Ousmane Sonko. C'est juste une précision. Entre autres, nous poursuivons cette fois avec la situation économique, bien sûr, et le secteur pétrolier qui est en grande difficulté en raison de la pandémie de Covid-19. Les flux financiers illicites sont venus se mêler à un secteur déjà bien en difficulté. Global Financial Integrity est une organisation basée à Washington et qui s'emploie à réduire les flux financiers illégaux par des recherches révolutionnaires, des plaidoyers basés sur des faits et des solutions pragmatiques. Selon une étude de cette organisation, les flux financiers illicites en Ouganda affichent 747 millions de dollars par an. Le rapport intitulé Illicit Financial Flow Risk Factor in Uganda's Oil and Gas Sector indique que ce chiffre devrait grimper considérablement avec le début de la production pétrolière dans 2 ans. Les flux financiers illicites représentent des mouvements d'argent et de valeur d'un pays à l'autre, de l'argent illégitimement gagné, transféré ou utilisé. Dan Ngabirano, avocat de l'un des auteurs de l'étude, a classé les sources potentielles de flux financiers illicites dans le secteur en 3 catégories. Les moteurs commerciaux, qui représentent 65%, la corruption 5% et la criminalité 30%. Le rapport affirme que les grandes économies pétrolières internationales actuellement impliquées dans le secteur pétrolier ougandais sont enregistrées dans des paradis fiscaux et certaines ont des structures cachées qui représentent un risque élevé de flux financiers illicites. Le rapport a cependant salué les efforts de l'Ouganda pour protéger les flux financiers et s'assurer qu'ils sont correctement gérés. Les facteurs de risque liés aux flux financiers illicites restent pourtant une menace. L'Ouganda qui veut assainir bien sûr son secteur des affaires, et ce rapport est venu indiquer que les majors du secteur pétrolier qui sont en activité dans le pays ne sont pas toujours clean. Georges Aboké, il y a de nombreux rapports qui font état de ces manquements, mais qui sont très peu suivis des faits. Qui parle de l'Ouganda, mais on peut transposer très facilement cette question dans un certain nombre de problèmes, et dans un certain nombre de pays. Si vous allez au Nigeria, le Nigeria, grand pays producteur de pétrole, mais en même temps, on sait que le pétrole alimente tous les circuits de la contrebande, de la corruption, et c'est cela que cette organisation est en train de relever. L'Ouganda s'apprête à entrer dans le concert des nations qui produisent beaucoup de pétrole, et forcément il y a des risques. Quand on produit du pétrole, il y a des risques. Il y a, en tout cas le sujet qui a été commenté là, dit dans quelle direction tous ces risques-là s'installent. Il y a la corruption qui se développe, il y a la criminalité qui se développe, il y a, on va dire quoi encore, en tout cas un certain nombre de difficultés qui viennent et qui compromettent justement les retombées de
du fait d'avoir du pétrole. Normalement, quand on a du pétrole, ça devrait servir au pays, ça devrait permettre un développement économique plus fulgurant du pays, mais on le voit, le pétrole et un certain nombre d'autres ressources alimente surtout les circuits de la corruption. Vous vous souvenez, l'année dernière au Sénégal, il y a une affaire qui a explosé. Le Sénégal s'apprête à devenir un grand producteur de pétrole et de gaz. Et donc, ce qui est en vigueur, les problèmes qui sont soulevés en Ouganda, eh bien, sont les mêmes dans un certain nombre de pays. Donc, il revient au gouvernement de faire preuve d'une très grande vigilance pour que les retombées que l'on a à partir du pétrole eh bien, puissent servir effectivement au développement économique du pays. Robert Adandé, c'est un idéal que de vouloir assainir les affaires dans le secteur du pétrole? Absolument. Déjà, il faut se rappeler que l'année dernière, avant que ne tombe de façon générale la pandémie du coronavirus, le président Museveni avait affirmé son intention de faire de son pays un acteur majeur du pétrole et du gaz. Malheureusement, partout où on parle de pétrole, de gaz et d'autres ressources, il y a une sorte de, on ne va pas dire malédiction, même si il y a un jeu sémantique qui parle de malédiction du pétrole. Il y a une sorte de situation, un enchaînement de situations qui font que sur toute la chaîne, il y a des perditions de ces différentes ressources, de sorte que les objectifs qui visent à rentabiliser cette production ne soient malheureusement pas atteints. Donc c'est une excellente chose pour l'Ouganda de réaffirmer cette volonté-là et de faire en sorte que tout ce qui peut constituer une barrière pour l'atteinte de cet objectif finisse par être levé. Et il y a aussi, toujours en ce qui concerne l'économie, l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, qui a tenu son forum il y a quelques jours. Et à ce forum, l'Union africaine a été représentée par l'économiste, enfin le financier ivoirien Tidjane Thiam, qui a fait entendre la voix de l'Afrique, mais a également fait quelques remarques en ce qui concerne le fonctionnement de certains systèmes financiers. L'Ivoirien Tidjane Thiam, envoyé spécial de l'Union africaine, est intervenu sur la question de la relance durable après la récession due au Covid-19. C'était lors du récent Forum Afrique de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Ce forum a rassemblé dirigeants, acteurs et experts économiques du continent quant à la conjoncture mondiale. Évoquant les faibles taux d'intérêt, les forts stimuli économiques et la profusion de liquidités, Tidjane Thiam n'a pas manqué néanmoins de souligner que de grands défis attendent les pays africains, notamment celui de la prospérité et de la résilience des entreprises locales. Pour lui, il s'avère difficile d'investir en tant qu'entrepreneur étranger dans des pays où il n'existe pas ou peu d'exemples de réussite locale à toutes les échelles. Il explique que la meilleure chose qu'un gouvernement puisse faire pour attirer les investissements étrangers est de développer des champions nationaux et des entrepreneurs à succès. L'ancien patron du Crédit Suisse précise aussi que quand les compagnies internationales prospectent, quel que soit le pays, elles examinent d'abord la qualité de l'économie nationale. Enfin, Tidjane Thiam, l'envoyé spécial de l'Union africaine, a également émis des réserves quant au concept d'activité informelle. Pour lui, l'informel est un passage obligé pour la plupart des petites entreprises et les gouvernements devraient améliorer leur politique de soutien afin de leur faire franchir un cap décisif. Les économies majoritairement sont informelles sur le continent africain. Georges Aboké, sur ce point, Tidjane Thiam a raison. Il a raison dans la mesure où il demande que l'on prenne en charge
cette économie dite informelle, puisque c'est elle qui marque la plupart des économies dans les pays africains, et qu'elle soit prise en charge, et qu'elle soit organisée, qu'on lui injecte tout ce qu'il y a comme dispositif pour en faire un levier important dans les différentes économies africaines. Donc l'informel, c'est vrai, très souvent il échappe à un certain nombre de contrôles, mais en même temps, il est temps que les gouvernements africains prennent en main cette donnée et en fassent quelque chose d'important dans les économies. De l'autre côté, il a dit également quelque chose d'important, et je pense que c'est une porte ouverte qu'il a dû enfoncer. Pour pouvoir attirer des investisseurs étrangers, il faut avoir un terrain économique respectable, un terrain économique qui prospère, parce que un investisseur, eh bien, c'est tellement évident, il ne va pas venir investir, déposer son argent sur un terrain qui ne marche pas. Donc, les pays africains doivent réorganiser leurs économies pour espérer disposer d'investissements en provenance de l'étranger. Robert Adandé, et c'est bien pour ça, par exemple, en raison de ces économies informelles dont disposent les pays africains, que le président Patrice Talon s'était, par exemple, expliqué sur s'était opposé justement au confinement des économies informelles qui ne sont pas du tout aidées par les confinements liés au Covid-19. Alors, qui dit économie informelle dit nécessité de revoir, de revisiter le cadre des affaires par les différents dirigeants politiques, comme le relève Georges. Maintenant, je souligne aussi qu'il est important pour de grandes rencontres comme celle-là de pouvoir désigner, de pouvoir envoyer des personnes qui maîtrise le sujet africain, et Tidjane Thiam à cette rencontre reste un excellent interlocuteur, et il a résumé de façon très succincte mais très vraie la situation des économies africaines, en tout cas en ce qui concerne le cadre des affaires. Et il est important, comme il le relève également, que les pays africains arrive à encourager, à promouvoir, à porter des entreprises nationales fortes qui soient le fleuron de leurs économies respectives. Et c'est un chemin obligé, c'est un passage obligatoire pour des économies africaines prospères. Et on pourrait ajouter, concernant toujours cette histoire d'économie informelle, que en fait ça rejoint l'entrepreneuriat. Il faut bien regarder comment nos pays fonctionnent. C'est vraiment l'entrepreneuriat. Une femme qui se lève, qui va vendre ses produits vivriers au marché, eh bien il faut pouvoir l'encadrer, et il faut pouvoir à un certain moment donné mettre à sa disposition des financements pour que son affaire puisse fleurir, puisse s'agrandir. Mais pour pouvoir mettre des fonds à sa disposition, il faut bien qu'elle soit enregistrée, qu'on lui demande de s'organiser et tout ça. Et donc, c'est en cela que Tidjane Thiam demande au gouvernement de faire ce qu'il faut pour que ces éléments d'économie dite informelle entrent, on va le dire, dans le formel. Alors, en parlant de Covid-19, il y a au Gabon la réception ce vendredi des 100 000 doses de vaccins chinois Sinopharm contre le Covid-19. On va en parler de façon succincte parce que nous sommes quasiment au terme de l'émission. Des doses de vaccins qui sont arrivées. Mais Robert Adandé, le problème avec la gratuité, c'est qu'on se demande quels sont les mécanismes qui permettent, avec ces dons, de vérifier la conformité des vaccins, parce que ça obéit à un protocole, puisque c'est gratuit. Il y a effectivement la conformité des vaccins, et il y a l'efficacité de ces différents vaccins, parce qu'il faut rappeler que partout, il y a cette sorte de remous autour des différents vaccins. Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils ne vont pas engendrer d'effets secondaires ou de situations plus dramatiques qu'il n'en est déjà? Donc il y a une sorte
de questionnements autour de ces différents vaccins. Et en plus, quand on se retrouve dans une situation de gratuité, on se demande vraiment si s'il n'y a rien derrière. Maintenant, les vaccins, ce ne seront pas les premiers vaccins. Il y a eu plein de vaccins avant qui sont venus à bout de certaines pandémies. Donc, on veut bien croire que les vaccins seront conformes et ne vont pas engendrer plus de dégâts que la pandémie elle-même. On veut bien le croire, mais le scepticisme et les doutes qui sont récurrents, notamment dans certains pays dits avancés, avec le retrait, par exemple, la suspension de l'utilisation des vaccins d'AstraZeneca, Georges Aboké montre bien qu'au-delà du scepticisme qui a été observé, il y a bien des raisons de s'inquiéter. Absolument, parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur la scène du coronavirus, eh bien, on voit qu'il y a une bataille. Il y a la bataille des laboratoires. Derrière les laboratoires, il y a le pays. On se retrouve avec le monde occidental face à la Russie et face à la Chine, et même également face à l'Inde. L'Inde qui produit des vaccins. Il ne faut pas oublier que l'Inde est un grand producteur de produits pharmaceutiques. Donc, la guerre de leadership des pays se retrouve dans cette guerre des laboratoires. Et puis il revient également à nos pays d'expliquer le bien fondé d'un vaccin, parce que beaucoup de choses ont été dites sur le vaccin avant même qu'il n'ait été trouvé, et donc il revient à nos différents services de santé d'expliquer, de faire de la pédagogie, de faire comprendre le rôle d'un vaccin. Et il ne faut pas oublier aussi que dans l'organisation des opérations de vaccination, il y a une disposition qui veut qu'on commence très souvent par le personnel médical, ensuite les personnes les plus âgées, ensuite les personnes à risque, avant de descendre complètement dans la population. On espère que ce protocole va être respecté. Et puis Aziz. Oui, Robert. Aziz, il faut rappeler aussi que quand on regarde la plupart des réactions, des commentaires, les populations demandent ou exigent en tout cas à leurs différents dirigeants de se faire vacciner d'abord. Oui. Pour que ça ne redescende vers le bas peuple. Il faut se vacciner. Il faut donner l'exemple. Voilà, il faut donner l'exemple, se vacciner en premier. On espère que ces images, en tout cas, seront vues. Et même à ce niveau, Robert Radandé, ça fera sûrement l'objet d'un autre débat. Il y a des doutes sur le fait que malgré la vaccination en public, eh bien, ces vaccins soient des vaccins réels. Bon, ça, c'est une autre affaire parce que on voit tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, mais bon, les réseaux sociaux qui servent aussi de médias, voilà, de baromètres et de médias d'alerte pour informer et parfois justement attirer l'attention sur certains risques. Les donneurs d'alerte se servent aussi, on peut l'ajouter, les réseaux sociaux pour passer des informations. Merci en tout cas de nous avoir suivis et de rester fidèles à la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Très bonne suite de programme.